Le cours de bourse de Copart est une nouvelle fois en baisse suite à la publication des résultats du dernier trimestre. Alors c'est vrai qu'ils vivent une année 2025 assez compliquée sur les marchés. Le cours est 36% inférieur par rapport au plus haut du mois de mai. La faute principalement à une croissance qui est en dessous des attentes. Néanmoins, il y a un super investisseur qui voit ça comme une opportunité pour commencer à accumuler sur la valeur. C'est Chuck Akre. On l'a vu dans la vidéo sur les mouvements des supergérants. Donc dans cette vidéo, je vous propose deux choses. La première, c'est de revenir sur ce qui pèse sur le cours de bourse cette année, histoire de comprendre ce qui se passe et si ça semble passager ou pas. Et ensuite, on étudiera un peu la valorisation actuelle et voir ce qu'on pourrait attendre en termes de performance. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. J'essaie, moi, de partager un petit peu ce que je comprends d'une boîte, mais je peux me tromper et tout ce que je dis, bien sûr, n'engage que moi. Donc au dernier trimestre, qui pour eux est le Q1 FY26, ils ont publié un revenu de 1,2 milliard de dollars, en augmentation de seulement 0,7%, alors que depuis plusieurs années, ils ont une croissance proche des 10% par an en moyenne. Comme je le disais, c'est en particulier cette faiblesse de la croissance qui a fait chuter le cours de bourse lors des deux dernières publications. Le principal facteur expliquant ce ralentissement, donc, c'est des volumes en baisse sur leur core business, c'est-à-dire tout ce qui vient des compagnies d'assurance, aux États-Unis et hors États-Unis. Donc on parle de moins 8-9% au dernier trimestre par rapport à 2024. Et donc les raisons avancées par le management, c'est que déjà, il y a quelques points de pourcentage qui sont dus à de l'exceptionnel, puisque lors de la même période l'année dernière, ils avaient profité d'un gain de volume lié aux différentes catastrophes naturelles survenues notamment aux États-Unis. Cette année, elles n'ont tout simplement pas eu lieu. Donc il faut en tenir compte quand on fait la comparaison. Si on met de côté cette raison exceptionnelle, les volumes sont en baisse de 5%, donc c'est déjà un peu moins. Et ça s'est expliqué premièrement par l'évolution des parts de marché chez les compagnies d'assurance automobile. Ça a un impact sur les volumes parce que Copart travaille plus avec certaines compagnies qu'avec d'autres. Deuxièmement, il y a moins de sinistres chez les assureurs. Donc ça, c'est un peu plus préoccupant parce que c'est notamment dû au fait qu'ils observent qu'il y a moins de véhicules assurés. Les gens ont aussi tendance à réduire leur couverture d'assurance ou quitter carrément leur assureur après de fortes hausses de primes, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu les vents contraires. Et cette baisse du nombre de sinistres, heureusement pour Copart, elle est compensée actuellement par la progression de la loss frequency, c'est-à-dire la proportion de véhicules classés épave sur le total de sinistres. Et ça vient du fait que les véhicules coûtent de plus en plus cher à faire réparer, notamment à cause du coût de nombreux morceaux de technologie qu'on a dans des voitures aujourd'hui, par exemple des semi-conducteurs. Juste pour avoir un ordre d'idée, cette proportion, elle est aujourd'hui de 22%, la loss frequency, alors qu'il y a 50 ans, elle n'était que de 4%. Donc globalement, côté volume, la tendance n'est pas très bonne. En revanche, on a vu que la croissance était flat au Q1 FY26, donc ça veut dire que ça a été contrebalancé par un effet prix positif. Et en effet, le prix de vente moyen d'un véhicule sur leur plateforme de vente aux enchères continue d'augmenter à un très bon rythme. Donc ils nous disent plus 8% aux États-Unis, plus 7% à l'international. Le CEO, il précise que la hausse du prix de vente moyen, elle est nettement supérieure au marché et 3 fois supérieure à celle des concurrents. Donc ça, c'est quand même un signal très fort en termes de pricing power. Et c'est vrai qu'une des plus grandes forces de Copart, c'est vraiment leur plateforme qui leur permet de vendre vite et à un bon prix les véhicules que les compagnies d'assurance leur envoient. On l'avait dit, mais cette plateforme, elle bénéficie d'effets de réseau importants. Il y a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs qui participent régulièrement aux ventes aux enchères sur la plateforme, ce qui fait qu'il y a une liquidité très importante. Et donc ça attire plus de vendeurs parce qu'ils savent qu'ils vont vendre vite et à un bon prix. Et donc c'est un peu une spirale, plus il y a d'acheteurs, plus il y a de vendeurs et plus il y a d'acheteurs. Et ça, c'est très difficile à répliquer. Donc ça, c'était le topo sur la croissance du revenu. Maintenant, si on veut prendre un peu de hauteur sur tout ça, on peut regarder un peu plus bas au P&L et s'intéresser à la croissance de l'operating income, donc le résultat opérationnel. On remarque que ce dernier augmente de 6% au dernier trimestre, donc plus vite que le revenu. Et là, ce que je comprends, c'est qu'on a l'effet exceptionnel inverse par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Donc en 2024, les catastrophes naturelles, elles ont permis à Copart de générer plus de revenus, mais ça a aussi généré plus de coûts en proportion. Donc ça a été du revenu à moins bonne marge. Et là, 2025, retour à la normale. Donc le revenu est flat, mais on revient à un niveau de marge standard. J'ai fait le calcul vite fait, ça donne 46,5% de marge brute et 37,3% de marge opérationnelle.
Par conséquent, ça a été un bon trimestre en termes de génération de cash. C'est ce qui se lit dans le Statement of Cash Flow. 553 millions de dollars de cash flow opérationnel, c'est 11% de plus que l'année dernière. C'est plus ou moins la même croissance, je crois, que celle des bénéfices. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Et avec Copart, c'est vrai que l'allocation du capital, elle est vraiment minimaliste. Ils ne distribuent pas de dividendes. Et de temps en temps, ils rachètent leurs propres actions, mais ça fait plusieurs années qu'ils ne l'ont pas fait. Ils sont très opportunistes à ce niveau-là. La seule chose qu'ils font, en fait, c'est réinjecter une partie de ce cash dans le business. Donc, concrètement, pour eux, ça veut dire acheter des terrains aux États-Unis, en Europe ou ailleurs pour y faire des sites de stockage. Et à ce titre-là, d'ailleurs, il y a un effet intéressant en termes de diminution des coûts, c'est-à-dire que plus ils réinvestissent dans des sites de stockage, plus ils améliorent leur couverture géographique et plus ils font baisser les coûts logistiques, puisque la distance entre le lieu où ils dépannent le véhicule accidenté et leur lieu de stockage diminue. Ça, c'est un élément qui a été rappelé par le CEO dans l'earnings call quand il a réaffirmé la volonté de continuer à réinvestir dans le business dans les 5-10 ans à venir. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont réinvesti, le cash restant, tout simplement, ils l'accumulent au bilan. Au 31-10, ils avaient plus de 5,2 milliards de cash au bilan, incluant les investissements à court terme. C'est un niveau record. Et le petit plus, c'est qu'ils placent une partie de cet argent à des taux sans risque, ce qui leur permet de générer des revenus supplémentaires. Au dernier trimestre, ça leur a quand même rapporté 53 millions de dollars, ce qui représentait 11% du résultat avant impôt. Autant vous dire que ça met un petit peu de beurre dans les épinards. Ok, maintenant, il faut juger si Copart est une opportunité intéressante actuellement. Pour y répondre, il faut que je mette à jour mon petit modèle de valorisation. Voici ce que j'ai considéré comme input. Au moment où je tourne, le prix de l'action est de 40,73 $. Ça donne une market cap de 39,4 milliards. Les free cash flow net de SBC sur les 12 derniers mois, ils étaient de 1,6 milliard de dollars, ce qui nous donne un multiple de 25 fois les free cash flow, ce qui est un niveau vraiment correct qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années sur la valeur. Ensuite, ils ne versent pas de dividendes, donc le yield est de 0%, comme ça c'est réglé. Et la croissance des free cash flow par action, qui me paraît raisonnable sur 10 ans, ça va être quelque chose compris entre 8 et 10% par an, sachant qu'ils ont fait largement mieux par le passé et qu'ils ont au moins 2 tendances long terme qui jouent pour eux. C'est vrai qu'avec le temps, le nombre d'accidents va proportionnellement continuer à baisser grâce à la technologie, donc ça c'est pas bon, mais c'est quelque chose qui a une bonne probabilité, en tout cas c'est ce que je pense, d'être largement compensé par la progression de la proportion de véhicules classés épaves, dont on a parlé tout à l'heure, parce que les réparations coûtent de plus en plus cher. Maintenant, quid du fait qu'on observe actuellement de moins en moins de véhicules assurés et ou avec une moins bonne couverture. C'est vrai que ça, c'est un vent contraire qui peut venir perturber la croissance de Copart. Mais à ce sujet-là, la réponse du management, je la trouve intelligente encore une fois. Ils disent que les volumes de sinistres chez les compagnies d'assurance, c'est généralement quelque chose de cyclique. Donc rien ne dit que ça va être une tendance long terme, ce qu'on vient de soulever. Et d'autre part, pour les véhicules non assurés et qui sont accidentés, Copart parvient quand même à en capter une partie via son non-assurance business. En gros, ils ont une plateforme qui s'appelle cashforcars.com, par exemple, qui rachète les véhicules accidentés directement aux consommateurs. Donc ça, c'est un point fort, même si le bémol, c'est que ce modèle-là, il est bien moins intéressant qu'avec les compagnies d'assurance, où ils ne deviennent pas propriétaires du véhicule accidenté. Et la deuxième tendance long terme de laquelle ils vont pouvoir profiter, c'est celle du dérèglement climatique. On observe déjà une augmentation de la fréquence et de la force des événements climatiques à travers le monde. D'après les scientifiques, c'est quelque chose qui devrait s'amplifier. Donc ça, c'est clairement une mauvaise nouvelle, mais c'est quelque chose qui devrait faire les affaires de Copart. Ça s'est déjà vérifié plusieurs fois. Ça représente vraiment un gain en termes de volume qui peut être significatif. Et d'ailleurs, l'entreprise y est parfaitement préparée parce qu'elle a augmenté ses sites de stockage dans les zones les plus à risque, comme la Floride, pour pouvoir gérer ce flux de la manière la plus efficiente possible. Voilà pourquoi je pense que 8-10% de croissance des fondamentaux, c'est pas déconnant dans les 10 prochaines années. Et donc sans surprise, la performance à attendre avec ces hypothèses, elle est similaire à la croissance des free cash flow par action, si, bien entendu, le multiple dans 10 ans reste sensiblement le même que le multiple actuel. C'est important. Le sentiment de marché à propos de la valeur,
c'est toujours quelque chose qu'on ne peut pas trop contrôler et qui est difficile à estimer. Donc ce qu'il faut, je pense, c'est être OK avec une petite contraction du multiple, hein, par exemple comme de passer de 25 à 20, ce qui donnerait une perf comprise entre 6 et 8%, c'est ce qu'on voit sur la colonne de gauche, ce qui est moins bien, mais qui peut quand même être satisfaisant vu les hypothèses qu'on a considérées, hein. On a une petite marge de sécurité dans les hypothèses pour moi. J'imagine que le modèle de valorisation de Chuck Akre et de son équipe, il est plus optimiste que le mien, bien entendu, sinon il n'aurait pas investi 2% de son portefeuille sur la valeur. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur Copart. N'hésitez pas à mettre un like et à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se dit à très vite, c'était Romain, ciao.